Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette webconférence qui portera aujourd'hui, sur, le bien-être et surtout, en fait, qui permettra de faire un petit panorama de comment la filière s'engage à l'international, sur cette thématique-là. Pour vous expliquer un petit peu comment va s'organiser cette webconférence, donc déjà, dans un premier temps, nous allons regarder en fait le concept de licence sociale à opérer. Parce qu'en fait, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'on a des attentes sociétales en matière de bien-être, qui évoluent fortement, des organismes de la filière qui représentent la filière en France, en Europe ou à l'international qui s'emparent de cette thématique et en fait, il y a un concept clé qui s'est imposé à l'international, c'est le concept de Social License to Operate, donc licence sociale à opérer. Et en fait, il est nécessaire de d'abord comprendre ce concept avant de regarder un peu plus en détail des initiatives pour comprendre en fait quels sont les leviers que les organismes de la filière à l'étranger essaient de mobiliser pour répondre à ces nouvelles attentes sociales et à ce nouveau défi que représente la licence sociale à opérer. Donc ça, ce sera le premier point. Et donc, dans un deuxième temps, on regardera plusieurs initiatives pour montrer un petit peu, comment la filière s'empare de ce sujet, quelles réponses elle tente d'apporter, et puis là, on regardera un petit peu, les différents leviers mobilisés. Juste avant d'aller un peu plus en amont dans cette présentation, 2 petits points sur lesquels je voudrais insister. C'est d'abord que, même si on va regarder des initiatives mises en œuvre dans d'autres pays, il faut toujours se rappeler qu'une initiative, elle dépend d'un contexte. Elle dépend du contexte du pays, du contexte politique, économique, social. Donc en fait, il y aura pas de comparaison dans le sens où, il y aura pas de jugement, d'évaluation ou de jugement de valeur par rapport à ce qui est mis en place. L'idée, c'est vraiment de regarder des choses qui sont proposées par des organismes de la filière, en fonction des défis auxquels elles ont été confrontées et puis, voilà, de nourrir la réflexion, globale sur ce sujet-là. Mais en tout cas, l'idée n'est pas, d'avoir une transposition à notre situation nationale ou de chercher en gros, quelles sont les meilleures pratiques parce qu'en fait, il n'y a pas de meilleures pratiques pour le moment. Il n'y a que des pratiques qui sont mises en œuvre pour répondre à un contexte particulier. Donc nous allons commencer avec la définition du concept de licence sociale à opérer. Ce concept, il est très présent dans les réflexions au niveau de la filière depuis 2022. Parce qu'en fait, c'est un concept qui existait déjà, qui vient à la base plutôt de l'industrie. Et en fait, il a été conceptualisé et défini plus précisément pour la filière équine en 2022 dans un article, donc un article qui est paru dans la rubrique Animals. Et en fait, cet article est venu vraiment clarifier ce concept de licence sociale à opérer, que j'appellerais beaucoup SLO dans le reste de la présentation, pour Social License to Operate, mais voilà, sachez-le dans le reste des slides. Et donc cet article, il est venu théoriser ce concept et l'appliquer vraiment à la situation de la filière équine. Et en fait, même s'il y avait déjà des réflexions avant, parce que dans les initiatives que l'on va regarder, il y en a qui datent, d'avant 2022, mais 2022 a vraiment été un tournant et ce concept s'est vraiment imposé de façon massive et dominante dans les réflexions au sein de la filière. Donc qu'est-ce que c'est que ce concept de licence sociale à opérer? En fait, c'est l'idée d'avoir pour chaque secteur une acceptation et une approbation continue par la société. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas rédigé, c'est un espèce de contrat tacite, un mandat qui est donné par la société à un secteur pour pouvoir perpétuer, continuer, ses activités avec, le moins de restrictions possible. Et donc en fait, c'est vraiment un concept qui est à distinguer du concept de légalité, puisqu'en fait, dans la légalité, vous avez un législateur qui, à un moment, par un processus qui est établi et donné, formalise par un texte de loi des règles. Et là, en fait, ce concept de SLO, c'est plus un contrat qui est intangible et implicite entre la société et les acteurs d'un secteur. C'est une sorte de mandat, de pacte social, c'est, l'acceptabilité d'un secteur par la société. Et du coup, on peut voir qu'il y a une échelle en fait, qui va en gros de l'identification psychologique au rejet total d'un secteur et en fait, une activité dès lors qu'elle atteint, le stade du rejet, subit des interdictions, des réglementations très fortes qui vont jusqu'à l'interdiction.
Et donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on n'atteint pas ce stade-là et comment on arrive à renouveler et à améliorer en permanence l'acceptabilité des activités d'un secteur vis-à-vis de la société. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a différents niveaux sur cette échelle. Donc, on part de l'identification psychologique qui est le plus haut niveau. Ensuite, on a l'approbation. Ensuite, on a l'acceptabilité. Et ensuite, on a le rejet total. Et en fait, il y a des seuils qui viennent délimiter ces différentes étapes. Le premier seuil, c'est celui de l'identité. Ensuite, c'est celui de la crédibilité et dès lors que vous avez perdu, l'identification de la société à une activité, la crédibilité et le dernier seuil, c'est-à-dire la légitimité, c'est là qu'une activité est rejetée massivement par la société. Comment est-ce qu'on applique, ce concept à la filière équine? En fait, dans cet article, les auteurs se sont intéressés à plusieurs activités qui impliquent des animaux pour regarder un petit peu quels étaient les leviers qui conduisaient à une perte de licence sociale et ils ont identifié plusieurs leviers. Et donc là, c'est vraiment pour les activités spécifiques aux animaux, impliquant des animaux parce que si on prend par exemple des industries qui vont utiliser les ressources naturelles, le premier levier qui va conduire à la perte de SLO, c'est les dommages sur l'environnement. Alors que pour la filière équine et pour toutes les activités qui impliquent des animaux, le premier point, c'est l'attention qui est portée au bien-être animal. Ce qui est noté aussi par les auteurs, c'est qu'actuellement, la filière conserve globalement sa licence sociale à opérer. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a, des critiques qui émergent, des contestations qui se font entendre, mais dans l'ensemble, la SLO est maintenue. Par contre, ce sur quoi ils insistent, c'est qu'il ne faut absolument pas considérer que ce soutien général est acquis. Ça, c'est un des points principaux qui est identifié par les auteurs, c'est qu'en fait, un secteur qui ne sait pas identifier rapidement les signaux remettant en cause sa licence sociale ont tendance à la perdre. Et une licence sociale, lorsqu'elle est perdue, elle ne peut pas être récupérée. Du coup, dans les processus de remise en question des activités qui impliquent les animaux, ce qui est identifié, le premier point, c'est la transformation des valeurs. Donc c'est ce que je disais, c'est l'attention croissante qui est portée par la société pour la protection du bien-être animal. Ensuite, l'autre, levier qui contribue en fait à cette évolution des mentalités et à les renforcer sur le long terme, ce sont les nouvelles technologies. Les technologies, donc le fait de pouvoir, filmer avec un smartphone, le fait de pouvoir diffuser des images rapidement. Internet, les réseaux sociaux, en fait, tout ça contribue à une propagation rapide et massive dans l'information et des images et donc ça contribue à transformer profondément et sur le long terme les mentalités. Et ensuite, l'autre point, c'est l'évolution des connaissances scientifiques qui viennent remettre en cause des pratiques et qui du coup, viennent aussi contribuer à cette évolution des mentalités et là encore, en fait, cette évolution des connaissances scientifiques, elle est renforcée par l'utilisation des nouvelles technologies qui permettent une diffusion des informations et en fait, tout ce contexte-là vient contribuer à une perte de licence sociale d'exploitation. En gros, le processus qui est identifié par les auteurs de l'article, c'est que, en général, la perte de SLO, elle commence par une couverture médiatique négative. Ça, c'est une des premières étapes. Et en fait, à partir de là, soit les filières sont capables de s'emparer du sujet, soit en fait, on a une dégradation qui s'installe avec derrière la perte de confiance du public, puis la perte de soutien politique qui découle de la perte de confiance du public, la modification de la législation et la dernière étape qui est l'étape du rejet total, c'est celle de l'interdiction des activités. Dernier point avant de pouvoir s'intéresser un peu plus en détail, aux initiatives qui ont pu être proposées, à l'international pour répondre à cet enjeu, c'est que les auteurs de l'article identifient des leviers d'action qui permettent de maintenir la SLO. C'est-à-dire qu'on a un processus qui peut conduire à la perte de licence sociale à opérer, mais en fait, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en œuvre pour permettre le maintien de ces activités. Du coup, ils identifient 5 types d'actions spécifiques. Le premier, c'est de donner la priorité au bien-être. Donc là, ça va être tout ce qui est adopter une approche globale du bien-être, traiter les préoccupations existantes, promouvoir un bien-être positif, améliorer la sécurité des équidés et faire respecter les règles et les sanctions. Le deuxième volet, c'est le volet autour de la formation, former à la fois l'ensemble des acteurs, mais aussi pouvoir informer à l'extérieur sur, les pratiques qui sont fondées sur des données fiables. L'autre point, c'est l'éthique, donc pouvoir évaluer les dimensions de l'éthique et les prendre en compte dans l'ensemble des pratiques. Un volet sur la communication,
communiquer des valeurs partagées à toutes les parties prenantes, y compris le grand public, et puis interagir avec les médias de manière positive et proactive. Et enfin, le dernier volet, c'est être proactif, c'est-à-dire quand un secteur va s'engager à consulter toutes les parties prenantes, y compris le grand public, accepter et accompagner les réformes, mener des travaux de recherche, mandater des experts indépendants, prendre la responsabilité des enjeux, identifier et atténuer les menaces. Donc en fait, on a déjà tout un tas de leviers d'identifier et c'est sur ces leviers-là et sur ces types d'actions que plusieurs organismes de la filière ont pu réfléchir à l'international, ce qui nous amène à la deuxième partie de cette webconférence. Du coup, notre premier exemple, ça va être celui de la sensibilisation des acteurs de la filière aux États-Unis. Donc en fait, il y a toute une campagne de sensibilisation qui est portée par l'American Horse Council. L'American Horse Council, en fait, c'est une association qui représente toute la filière équine aux États-Unis. Donc en fait, sont membres des particuliers, des professionnels, des organismes de la filière. Donc c'est vraiment une grosse structure qui représente les intérêts de la filière. Leur mission, c'est le premier point, c'est l'aspect un peu lobbying, représenter les intérêts de la filière. Ils ont également une mission qui est de porter des programmes d'intérêt pour la filière. Par exemple, c'est eux qui vont porter, un portail qui sera un peu l'équivalent d'Info Chevaux, mais en fait, où vous allez pouvoir trouver, l'identité des différents chevaux aux États-Unis. Et puis, ils ont tout un axe sur promouvoir la santé et le bien-être des équidés en favorisant l'échange de bonnes pratiques. Et en fait, ils ont développé plusieurs actions qui sont vraiment en lien avec la licence sociale à opérer et qui est tournée sur la sensibilisation et la formation des acteurs du secteur. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans ce cadre-là? Le premier point, ce sont des présentations régulières lors de conférences qui sont organisées par des membres. Donc ça, c'est un point assez simple. Ils ont des membres qui sont des organismes de la filière. Ces membres-là organisent des assemblées générales, des conférences à destination de leurs membres, etc. Et en fait, ils sont régulièrement sollicités pour pouvoir présenter ce concept-là. Ensuite, ils ont également rédigé un papier sur ce concept-là de licence sociale à opérer et expliquer comment la conserver dans le long terme. Donc ça, on va en parler sur la slide juste d'après. Et ensuite, ils ont mis en place une plateforme internet qui s'appelle Light Up Racing et qui en fait est une plateforme à destination du monde des courses. Et sur cette plateforme, ils recensent les questions que pourraient poser les professionnels pour pouvoir y répondre, des résultats de recherche, des webinaires. Donc en fait, il y a tout un tas de contenus directement en lien avec ce sujet-là qui sont proposés à destination des professionnels des courses. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble, le papier sur le maintien de la licence sociale à opérer. Donc en fait, il y a un premier point qui explique un peu le concept, pourquoi c'est important de maintenir cette licence sociale et ensuite l'American Horse Council a défini des étapes qui permettent de renforcer la confiance du public. Donc là, on est plus sur des conseils qui vont s'adresser à des organismes de la filière qu'à des professionnels en tant que tels ou des particuliers. Mais en tout cas, ça leur donne des clés d'action sur comment travailler sur leur stratégie à l'avenir. Je vous ai mis des extraits de ce document, mais en gros, il leur recommande de connaître les parties prenantes et leurs intérêts, de poser des questions sur leurs attentes, de pouvoir leur donner l'opportunité de participer à l'élaboration des règles. S'ils doivent à un moment avoir une évolution de leur règlement ou de leurs règles internes, pouvoir justement consulter à l'extérieur, même des personnes qui, à un moment, peuvent être opposées a priori aux activités qu'ils exercent. Être clair et honnête sur les décisions qui sont prises, communiquer régulièrement et clairement, avoir une planification à long terme et évaluer et améliorer en permanence les process. C'est-à-dire que ce travail-là, on ne le fait pas une fois, mais en fait, il faut le renouveler en permanence sur du long terme et être capable d'évaluer en permanence, comment les décisions qui ont été prises, sont perçues par les différentes parties prenantes. Deuxième initiative qui est plus tournée sur la communication auprès du grand public, donc là, c'est l'exemple des Pays-Bas. Alors en fait, aux Pays-Bas, on a choisi un autre levier autour de la communication qui est celui de la communication auprès du grand public puisque, à un moment, donc avant 2019, 2018-2019, il y a eu une montée des contestations en marge des compétitions sportives et notamment il y avait des campagnes de communication et d'affichage autour des grands événements équestres
pour dénoncer, les sports équestres. Et en gros, le wording qui était choisi par, les associations qui portaient ces campagnes-là, c'était que les sports équestres, étaient cruels. Donc en 2019, il y a un groupe spécifique appelé, Opinion Publique qui a été mis en place par, le conseil de la filière, le SRP, qui regroupe aussi plusieurs organismes de la filière aux Pays-Bas. Et ce groupe spécifique, s'est vu attribuer plusieurs missions en lien avec la communication autour du grand public. La première de ces missions, ça a été la mise en place d'un travail de veille et de fact-checking. C'est-à-dire que ce groupe-là travaille sur une veille réseaux sociaux et internet pour identifier les sujets qui sont des sujets sensibles, qui font l'objet de polémiques et derrière, ils doivent tenter d'y apporter une réponse basée sur des données fiables, scientifiques et vérifiées. Ensuite, il y a l'organisation de sensibilisation, là aussi à destination d'acteurs de la filière. Et il y a une grande campagne de communication qui a été mise en place. Alors c'est la campagne, vous excuserez mon néerlandais, que je ne parle absolument pas, Dit Doen Pardon, qui est financé par un fonds spécifique, le fonds du secteur équin, qui est également porté par le conseil de la filière. Et en fait, cette campagne, elle a vocation à communiquer sur des histoires positives. Donc l'objectif, c'est à la fois de pouvoir présenter, des sportifs, leur quotidien, leur réalité et puis d'encourager aussi les amateurs et les professionnels à utiliser ce hashtag-là sur les réseaux sociaux pour avoir une communication positive sur ce qui se passe dans la filière équine. Ensuite, il y a également tout un travail d'information des médias sur les chiffres et sur les faits qui est fait, c'est le cas de le dire. Donc là, vraiment, c'est un contact qui est pris avec les médias et qui est régulier pour pouvoir, là aussi faire un peu, un travail, de fact-checking, mais, pouvoir anticiper les potentielles critiques et travailler sur comment présenter les sports équestres. Et il y a un soutien qui est apporté directement aux organisateurs d'événements d'envergure. Donc là aussi, l'objectif, c'est de leur apporter un accompagnement pour réfléchir à comment communiquer et à ce qu'ils doivent mettre en place concrètement dans l'organisation de leur événement en amont et pendant pour pouvoir répondre aux différentes attentes sociales. La troisième initiative à présenter aujourd'hui, c'est celle de la sensibilisation de la presse. Donc là, c'est un exemple suisse où en fait en 2022, Equiscope, qui s'appelait encore Cofichev à l'époque, a organisé un symposium des médias sur les sports équestres. Et là, l'objectif, c'était vraiment de travailler avec la presse, qu'elle soit généraliste ou spécialisée, sur justement quel est l'impact de la presse sur la perception des sports équestres. Pour vous donner une idée un petit peu des thématiques qui ont été abordées lors de cette journée-là, l'objectif principal, c'était de montrer l'impact des médias sur la perception des sports équestres, donc vraiment expliquer l'impact des images, l'impact des mots, comment en utilisant, telle ou telle expression, on modifie la perception des sports équestres par le grand public. Mais il y a aussi une discussion autour des points qui font débat et des points qui peuvent être des sujets délicats. Par exemple, l'équipement, le dopage, enfin tous ces sujets-là ont été abordés et l'objectif était de pouvoir voir quels étaient les points compliqués pour, les journalistes et puis, leur donner des explications aussi sur ces sujets-là pour qu'ils soient un peu mieux armés pour les aborder aussi, dans leurs différents articles et dans leur travail de journaliste. Et enfin, l'un des derniers points de l'agenda, c'était de pouvoir avoir le point de vue des athlètes, et de les faire témoigner sur, leurs attentes, leurs craintes et les bonnes pratiques. Le quatrième exemple, c'est celui de la mise en place d'une réglementation locale et là, c'est l'exemple de la ville de Bruges en Belgique. C'est un exemple qui est intéressant dans le sens où, c'est probablement une des initiatives qui découle, d'une des situations les plus critiques. C'est-à-dire que, vraiment à un moment, dans la ville de Bruges, la question de l'interdiction des calèches s'est posée, elle a failli être actée et en fait, il y a eu un gros travail de mise en œuvre pour pouvoir maintenir les calèches dans Bruges. Et en fait, ce travail, ça a été un gros travail de concertation qui a permis d'impliquer à la fois toutes les associations de protection des animaux, les opérateurs de tourisme, l'administration de la ville et les forces de police pour voir comment et dans quelles conditions cette activité pouvait être maintenue dans la ville. Et en fait, ça a conduit à l'élaboration d'un règlement local. Ce règlement, la dernière modification date de 2021. J'avoue ne pas avoir la date de mise en œuvre, précise et le contrôle est assuré en permanence par la police.
Et du coup, ce règlement a permis de définir tout un tas de règles, assez précises et spécifiques, assez contraignantes pour les cochers, mais qui en fait leur permet quand même de continuer à exercer leur activité. Et dans ces règles qui ont été définies, on retrouve le fait de fournir un certificat vétérinaire sur l'aptitude des chevaux à assurer cette activité-là. Donc c'est un certificat par an et par cheval qui doit être, fourni par les cochers. Dans les règles aussi, le temps de travail des chevaux est défini. Donc en fait, un cheval ne peut pas travailler plus d'un jour de travail de 8 heures maximum sans avoir derrière 48 heures de repos minimum. Donc ça, c'est le rythme qui est défini par le règlement de la ville de Bruges. Il y a quelques souplesses qui sont accordées, par exemple si vous avez un cheval de blessé ou autre, mais sinon c'est ce rythme-là de travail qui doit être respecté. Des pauses obligatoires sur les circuits. Vous avez, des pauses pour les circuits longs et des pauses pour les circuits courts et en fait, ce sont des pauses qui ont aussi une vocation pédagogique. C'est-à-dire que pendant ces pauses-là, de l'eau est proposée aux chevaux, de l'affouragement et en général, les cochers font un travail de pédagogie en expliquant pourquoi il y a ces pauses-là qui sont mises en place, comment fonctionne, le travail des chevaux dans la ville de Bruges et cetera et cetera. Il y a des règles de température qui ont été établies avec des restrictions entre 25 et 30 degrés, des interdictions de travail au-delà de 30 degrés. Et pareil, la taille et le poids des animaux qui peuvent tirer les calèches est aussi défini dans le règlement. Donc en fait, il y a une taille et un poids minimal en fonction du type de calèche qui est utilisé. Et enfin, la dernière, initiative à présenter dans le cadre de cette web conférence, c'est celle de la FEI, la Fédération équestre internationale, parce que, ça donne l'exemple d'une stratégie globale et pluriannuelle. Donc en fait, en 2022, la FEI a entrepris un grand travail de mise en place d'une stratégie autour du bien-être animal. Tout d'abord, elle a mis en place une commission indépendante composée d'experts pour réaliser des enquêtes et rendre des rapports. Donc ça, c'est un travail qui a eu lieu entre 2022 et 2023. La stratégie, elle est beaucoup plus récente puisqu'elle a été présentée seulement en juin 2024 et elle est composée d'un plan d'action de 37 actions déclinées en 6 thématiques principales avec du financement dédié. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les actions parce que déjà je ne les maîtrise pas et en plus, on est juste au début de la mise en œuvre. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'évaluation des initiatives qui sont présentées aujourd'hui parce que par exemple, la stratégie de la FEI, elle a été actée en 2024 et en fait, la mise en œuvre a à peine commencé en 2025 et s'étendra jusqu'en 2027 ou 2029. Donc c'est vraiment trop tôt pour avoir du recul. Mais parmi les 6 thématiques traitées, donc en fait, les 37 actions qui ont été décidées sont déclinées en fonction des 6 thématiques qui s'affichent à l'écran. Donc la première, c'est tout ce qui est autour de l'entraînement, du comportement à cheval, et de l'équipement. Donc là, c'est tout ce qui est autour de l'utilisation correcte des équipements et ne pas aller contre l'intégrité physique et mentale du cheval. C'est notamment dans ce volet-là qu'on retrouve les 2 décisions qui ont peut-être été les plus médiatisées ces derniers temps, mais autour du serrage des museroles, avec le petit outil qui a été mis en place par la FEI pour vérifier le serrage des museroles et la fin de l'obligation de l'utilisation de la bride sur les concours de dressage internationaux. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au stress physique et émotionnel. Donc voilà, être en mesure de reconnaître, les comportements liés au stress. Tout ce qui est autour de la responsabilité et de la connaissance, donc accompagner les officiels dans tout ce qui est, prise en charge des comportements inappropriés. Intégrer aussi les résultats des dernières, études scientifiques. Un point qui était très important pour la FEI parce qu'il avait été identifié aussi comme prioritaire par la commission indépendante, ce sont les 23 autres heures, c'est-à-dire assurer au cheval de sport que, en dehors de l'entraînement, il a une «vie de cheval» entre guillemets. Donc là aussi, il y a tout un tas, d'actions, qui sont prévues dans le cadre de ce point 4. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de l'aspiration à la compétition et en fait, faire en sorte que le cheval ne soit pas un numéro ou un objet, mais que l'intérêt du cheval soit, priorisé et enfin tout ce qui est autour de l'inaptitude à la compétition, donc avec, notamment tout ce qui est autour, du dopage ou de l'administration de traitements vétérinaires qui viendraient masquer l'inconfort. Dans l'ensemble, donc du coup, comme je vous disais, c'est un peu compliqué d'avoir du recul vraiment sur ces actions-là. Ce qui est acté, ce qui est compris dans ces mesures, c'est en général des évolutions des règlements de compétition. Tout ce qui est formation des officiels, formation des juges, les accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles règles, dans l'appropriation des résultats scientifiques
et aussi, revoir les règlements de sanctions, et cetera. Donc c'est en majorité, ces actions-là qui sont prévues par la FEI et des programmes de recherche également qu'ils prévoient de financer pour encore améliorer, l'état des connaissances. Donc parmi les 3 points à retenir de cette webconférence, déjà un concept de licence sociale qui imprègne, maintenant les organisations de la filière, que ce soit à l'étranger ou à l'international. Ah ça, c'est quelque chose qui est vraiment, important à retenir. C'est un concept que les différentes organisations de la filière se sont vraiment pleinement approprié. Ça fait partie des réflexions et les travaux incluent majoritairement cette notion-là maintenant. Donc maintenant, il y a des stratégies à déployer pour pouvoir maintenir cette licence, sociale à opérer. La filière a identifié que c'était un enjeu. Maintenant, comment arriver à la maintenir? C'est là tout le défi et tout l'enjeu pour la filière et du coup, il y a des stratégies à déployer, des actions à mettre en œuvre et on voit qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Là, vous en avez eu 5 dans cette webconférence, mais il y en a, d'autres qui auraient pu être citées. Elles sont encore récentes et elles essaient justement de solliciter les différents leviers qui, normalement, peuvent permettre à un secteur de maintenir sa licence sociale à opérer. Et ensuite, vous trouverez dans les ressources, du coup, pour aller plus loin, les différents articles qui sont en lien avec cette présentation. Et du coup, nous avons terminé avec la présentation.